Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le financement de l'entrée en EHPAD. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Family Zen, Adaptia. Elle est financée par la Conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et la CNSA. Donc, je vais rapidement me présenter et présenter également Adaptia et Constance. Et puis ensuite, Valérie, je te laisserai prendre la main sur cette conférence. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez, pour ceux qui me connaissent déjà. J'organise des visioconférences qui sont gratuites chaque semaine pour les retraités et également des conférences physiques dans les communes. Alors, en ce moment, bien sûr, très très peu, hein, on n'en fait plus en physique, mais on continue sur les visioconférences. Si vous voulez vous inscrire ou inscrire des proches à ces visioconférences, vous pouvez le faire via notre site movadom.eventbrite.com. Et comme vous avez pu le voir, c'est accessible en visioconférence, mais aussi maintenant en audioconférence pour ceux qui n'ont pas Internet ou pour qui il y a des problématiques de connexion. Donc, n'hésitez pas aussi à inscrire des proches qui même voudraient se connecter en audio. Je vais présenter aussi Constance Leblanc, qui est ergothérapeute et qui participe aux visioconférences. Peut-être certains l'ont déjà rencontrée, qui fait des visites à domicile, des essais de matériel et qui a une structure qui s'appelle Adaptia, d'ergothérapeute et qui organise des visioconférences avec nous régulièrement aussi sur l'adaptation du logement. Valérie, je te laisse te présenter et je te laisse prendre la main sur la présentation pour pouvoir gérer toi-même les slides. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Valérie Morin, je suis assistante sociale diplômée d'État et j'exerce donc le métier d'assistante sociale que j'ai d'abord exercé et puis que je continue d'ailleurs à exercer un petit peu en milieu institutionnel et notamment en milieu médico-social. Et puis là, j'ai créé depuis à peu près 3 ans un cabinet qui s'appelle le cabinet Imago, qui me permet d'intervenir auprès de tout un chacun qui me solliciterait, du coup, plutôt à titre libéral. Alors, voilà, donc j'interviens autant, d'ailleurs, mon cabinet intervient tant auprès des particuliers que aussi auprès des entreprises qui me solliciteraient plus spécifiquement pour un accompagnement social auprès de leurs salariés. Et est-ce que Valérie, tu es sur quelle région géographique? Est-ce que tu accompagnes les personnes sur un secteur spécifique? Alors, en présentiel, évidemment plus facilement sur l'Île-de-France, mais après je peux tout à fait intervenir, sur d'autres régions, en province, sans problème. Alors évidemment sur un lien qui sera beaucoup plus distancié puisque ça sera, des entretiens, par visio, par téléphone, enfin on peut trouver d'autres modes de communication comme on le fait là, ce matin. Bien sûr, super. Bon, bah, c'est rassurant de savoir que tu peux être un petit peu partout pour même les personnes qui ne sont pas en région parisienne. Super. Oui, oui, bien sûr. Donc, juste pour vous présenter un petit peu globalement ce que c'est que le rôle d'une assistante sociale ou plus globalement à quoi sert un accompagnement social. En règle générale, donc on intervient auprès de personnes qui rencontrent des difficultés qui peuvent être soit des difficultés ponctuelles, soit des difficultés dites récurrentes ou chroniques. Et donc on est là surtout pour éviter que ces difficultés s'aggravent. Donc on intervient sur un mode préventif. Donc, pour consolider et restaurer ce qu'on appelle le lien social, mais également sur un mode curatif pour résoudre ces difficultés au quotidien à travers des démarches administratives, des actions un peu spécifiques. Donc, ça peut concerner beaucoup de champs, comme celui de l'emploi, comme celui de la gestion budgétaire, comme celui du logement, de la vie familiale, mais également tout ce qui relève du champ de la santé, du handicap, de la dépendance, voilà, tous ces champs-là. Donc on a un temps qui est un temps d'écoute,
on écoute la personne dans ses besoins et puis on a aussi un deuxième temps qui est celui de l'action, de la démarche, où on va entreprendre avec la personne qui nous sollicite ou son entourage proche différentes démarches qui vont faciliter la résolution des problématiques rencontrées. Donc c'est dans son ensemble un accompagnement social global. On ne tronçonne pas les difficultés les unes après les autres, d'autant que chaque champ que j'ai cités précédemment sont souvent transversaux les uns aux autres. Donc on a un accompagnement social global qui parfois peut être un petit peu plus spécifique, mais quoi qu'il en soit, à chaque action menée, on la mène toujours en partenariat avec d'autres professionnels qui, eux, vont intervenir dans des champs plus spécifiques, comme le médical, le paramédical, le juridique, l'administratif, le thérapeutique. Donc, l'action de l'accompagnement social se lie toujours dans un travail pluridisciplinaire et dans un travail de réseau. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est donc la thématique de ce jour et qui concerne plus spécifiquement le champ institutionnel et celui de l'EHPAD. Et on va peut-être commencer par un aspect un petit peu plus ludique parce que les informations que je vais vous donner, elles sont quand même très théoriques. Et on va aborder ça par un petit quiz. Déjà, en soi, qu'est-ce que le terme d'EHPAD? Parce que EHPAD, ça c'est dans le champ du travail social, nous on utilise beaucoup de sigles, mais encore faut-il savoir ce qui se cache derrière. Donc plusieurs propositions. Établissement d'habitation pour personnes âgées décentes, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou équipe d'habilitation pour personnes âgées dépendantes. Alors, décente, bon, je crois que décemment, ce n'est pas le terme. Habilitation, non plus, ça ne me paraît pas très adapté. Non, le terme exact, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Deuxième question qui, là aussi, va revenir dans la présentation que je vais vous faire dans quelques instants. Que signifie l'APA? Alors là aussi, c'est un sigle qui est très important et que nous, on utilise très fréquemment. Aide personnalisée à domicile, allocation personnalisée d'autonomie ou aide pour personnes âgées. Alors, je pense que les trois formules, elles pourraient tout à fait être adaptées derrière ce sigle, mais en fait, le bon terme, enfin la bonne interprétation, c'est allocation personnalisée d'autonomie. Comme je vous l'expliquerai aussi tout à l'heure, l'APA, c'est donc une aide financière qui est octroyée par le Conseil général. Donc, c'est département par département. Et enfin, troisième question, et là aussi, c'est un terme qui est très important et on y reviendra. À quoi sert le GIR? Alors, le GIR sert à calculer le tarif horaire de son aide à domicile, déterminer l'autonomie d'une personne ou évaluer le niveau de ressources d'une personne. Alors, le GIR, c'est spécifiquement fait pour déterminer l'autonomie d'une personne. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à comprendre quelle est sa perte d'autonomie et du coup, vers quel dispositif, quelle institution on va s'orienter. Cette donnée, elle est absolument essentielle parce que ça va nous permettre de situer la personne dans ce qu'elle peut faire et dans ce qu'elle ne peut pas faire. Et du coup, adapter les aides qui vont avec. Alors, généralement, quand on parle d'EHPAD, déjà, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive à parler d'institution. Et quand on s'oriente vers ce genre de projet, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes possibles. La première, c'est très souvent parce que le maintien à domicile n'est plus envisageable ou en tout cas pas suffisamment sécure. Et que là, on va plutôt s'orienter vers le côté institutionnel. Ça peut être sur avis médical, soit un médecin spécialiste, soit votre médecin généraliste, qui de lui-même ou sur votre consultation
pourrait émettre ce type d'orientation. Ça peut être aussi suite à une hospitalisation, soit hospitalisation qui peut être liée à la contraction d'une pathologie, à une chute. Et durant l'hospitalisation, le constat serait fait que, avec les équipes soignantes, que le maintien à domicile risque d'être très compliqué et que là aussi, il vaut mieux s'orienter vers une institutionnalisation. Et puis, ça peut être aussi parce que vous aviez déjà à domicile un projet avec des aides, des interventions d'aide, qu'elles soient paramédicales, sociales ou médicales, et que on a atteint les limites de ce projet-là et qu'il est préférable que soit envisagé un autre type de projet comme celui de l'EHPAD. Donc généralement, tout ça pour dire que quand on commence à envisager le choix de l'EHPAD, c'est qu'en règle générale, on a déjà utilisé d'autres actions, d'autres dispositifs. Après, ça peut être aussi un choix volontaire. Hein. Alors, qu'est-ce que l'EHPAD? Donc, comme on le voyait dans le quiz tout à l'heure, donc EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est principalement un lieu de vie, ça reste un lieu de vie qui est médicalisé. Ça veut dire que médicalisé, il y a une présence médicale et paramédicale sur place. Donc, c'est un établissement qui peut tout à fait vous accueillir soit sur un mode temporaire. Donc, temporaire, en règle générale, c'est 1 mois, voire éventuellement jusqu'à 3 mois. Quand on dépasse les 3 mois, on n'est plus vraiment sur du temporaire, on commence plutôt à être sur du permanent. Mais les deux formules sont tout à fait possibles. Alors après, chaque EHPAD a aussi ses spécificités. Il y a des EHPAD qui ne proposera pas du tout de mode d'accueil temporaire, qui ne proposeront que du permanent. Ça reste quand même un projet d'institution qui est plutôt ciblé pour des personnes qui sont comprises entre GIR 4 et GIR 1. Et je vais vous expliquer quelle va être la distinction à faire justement entre les GIR. Mais quand on parle de GIR 4, GIR 1, c'est plutôt des personnes qui sont dans une perte d'autonomie partielle, voire totale. Pour rentrer en EHPAD, il faut pouvoir constituer un dossier. Dans ce dossier, il y a 2 volets. Un premier volet qui est un volet médical, puisqu'on est sur un établissement qui est médicalisé. Donc ça veut dire que les équipes soignantes qui probablement pourraient vous accueillir ou accueillir un de vos proches ont besoin d'avoir des éléments sur la prise en charge médicale de la personne. Et évidemment, un volet social, puisque un dispositif comme celui-ci, ça se finance et qu'il faut qu'on sache, que l'établissement sache exactement comment vous allez financer la structure. Et puis, quel est votre contexte de vie, si vous êtes une personne seule, entourée, avec de la famille ou pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu de vie qui est effectivement médicalisé. Donc, ça veut dire qu'il y a présence d'un médecin, généralement de tout ce qu'on appelle un plateau technique. Donc, infirmière, kiné, aide-soignante, il peut y avoir ergothérapeute aussi. Ça peut faire partie de ce plateau technique. Auxiliaire de vie, psychologue également. Sachant que la plupart des professions médicales et paramédicales, lorsqu'elles interviennent au sein de l'EHPAD, ce n'est pas forcément toujours à temps plein. Un médecin peut être à mi-temps, à 3/4 temps. Il y a certains établissements qui disposent et qui peuvent disposer d'un médecin à temps complet, mais en règle générale, dans la majorité des EHPAD, la présence en termes de médical, c'est plutôt à temps partiel. Pareil, il y a certains établissements qui disposent d'une infirmière la nuit, d'autres qui n'auront qu'une aide-soignante. Voilà. Après, chacun aussi ont des spécificités et des dispositifs qui sont variables d'un EHPAD à un autre. Donc, évidemment, ça reste un lieu de vie, donc ça veut dire que chacun a son espace dédié, que ce soit un espace qui se limite simplement à une chambre ou bien à un studio, voire même à un appartement complet avec différents espaces en interne. Et évidemment, ça reste quand même un lieu de vie qui propose également une vie en collectivité.
donc avec des espaces de vie commune, restaurants, salons, salles d'animation, avec des animations diverses d'ailleurs qui peuvent être intégrées à l'intérieur de l'EHPAD, mais aussi vous êtes proposé à l'extérieur de l'EHPAD. Donc vous êtes accompagné par les animateurs ou auxiliaires qui composent le personnel de l'EHPAD à faire des sorties à l'extérieur de l'établissement. C'est évidemment pas du tout une obligation, hein, c'est quelque chose qui vous est proposé de façon tout à fait... voilà, c'est juste une proposition. Certains ont aussi une spécificité au niveau des structures, puisque certains établissements peuvent également proposer ce qu'on appelle des unités Alzheimer. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près définir ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, qui évidemment se situe plus sur ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Certaines personnes face à cette pathologie peuvent avoir différents modes de réaction, puisque ça peut toucher différentes zones du cerveau. Et il y a des personnes qui, atteintes de cette pathologie, peuvent avoir ce qu'on appelle aussi des troubles du comportement et avoir tendance, à fuir, à s'échapper de la structure, voire potentiellement aussi à se mettre en danger. Donc certains EHPAD peuvent disposer d'unités Alzheimer qui peuvent être des unités ouvertes et d'autres plutôt des unités fermées. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est dans une forme d'enfermement, d'emprisonnement, mais on est plutôt dans un lieu qui va être beaucoup plus sécurisé pour éviter que toute personne qui souffrant de cette pathologie et présentant des troubles du comportement associés soit dans une posture à éventuellement se mettre aussi en danger en se mettant dans un comportement de fuite. Donc chaque chambre, chaque espace dédié aux résidents, chambre, appartement, studio, quel que soit le mode dédié, sera aménagé avec ce qu'on a essentiellement du matériel médicalisé. Lit médicalisé, enfin, le gros de l'ameublement est fourni. Alors, ce qui n'empêche absolument pas à chaque résident de pouvoir y amener aussi des objets de chez eux, des pièces de décoration, peut-être éventuellement un ou deux petits meubles, mais en règle générale, toutes les pièces sont déjà aménagées par du mobilier adapté. Voilà. On a une petite question, Valérie, de la part de Catherine, qui nous demande quelle est la différence entre un EHPAD public et un EHPAD privé? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Alors, oui, il peut y avoir effectivement des différences. Dans la prise en charge, pas nécessairement. Ça va être plutôt au niveau de la tarification et au niveau de l'admission. En général, les EHPAD publics quand même d'abord disposent de places. Alors, mais ça, je vais vous le présenter aussi par ailleurs, puisque ça va être comment on finance un EHPAD. Ce qu'on appelle des places habilitées à l'aide sociale. C'est-à-dire, c'est un mode de financement qui est un mode de financement d'État. Mais généralement, les établissements publics disposent de beaucoup plus de places dites à l'aide sociale, ce qui permet d'accueillir des personnes qui ont des ressources un petit peu plus faibles et donc on présente une tarification un petit peu plus intéressante. Les établissements privés, en règle générale, fixent leur tarification. Voilà, il n'y a pas de marge. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de seuil, plutôt, plus exactement. Après, en termes de prise en charge elle-même, donc ça va être à peu près la même chose. Merci Valérie. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et ça c'est important de le reprendre, donc le GIR permet, lui, de classifier en fait la perte d'autonomie de tout un chacun. Donc, quand vous voyez que la grille s'établit du GIR 6 au GIR 1. Le GIR 5, 6, ce sont des personnes qui ont une toute petite perte d'autonomie, voire une perte d'autonomie ponctuelle.
Et toutes les personnes qui sont comprises entre GIR 4 et GIR 1, enfin GIR 3, GIR 4, c'est une perte d'autonomie partielle. GIR 2, GIR 1, là, on est vraiment sur une perte d'autonomie totale, c'est-à-dire que la personne a besoin d'être assistée dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc, c'est pour ça que je disais que les EHPAD, qui restent quand même des lieux de vie médicalisés, sont plus spécifiquement ciblés pour les personnes qui sont GIR 4 à GIR 1. Après, on peut voir effectivement des personnes qui sont GIR 5, GIR 6, qui font le souhait de rentrer dans un EHPAD parce que l'environnement médical est plus rassurant, et les EHPAD ne les refusent pas pour autant, hein. Mais en règle générale, c'est quand on monte un projet institutionnel, quand on est plutôt sur un projet d'EHPAD, on est plutôt sur un projet d'EHPAD auprès de personnes qui sont comprises entre des GIR 4 et 1. Alors, justement, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, comment financer l'EHPAD ? Donc ça, c'est un vaste sujet parce que il faut que vous compreniez une chose qui est très importante, c'est que la tarification de l'EHPAD, elle se fait en 3 points. Le premier, ce qu'on appelle le forfait journalier, c'est tout ce qui est frais d'hôtellerie, frais d'hébergement, frais d'hôtellerie, le simple fait, voilà, d'occuper un lieu dans une institution et une structure donnée. La chambre, le studio, l'appartement, peu importe. Bref, c'est ce qu'on appelle le forfait journalier. C'est un packaging, comme si vous louiez un appartement dans une résidence lambda. Vous payez votre loyer, vos charges d'électricité, d'eau, téléphonie, etc. Tout ça, c'est compris dans le forfait journalier de l'EHPAD. Et puis, il y a un deuxième forfait qu'on appelle le forfait dépendance, et d'où l'importance du GIR, lui va se calculer en fonction du GIR. On est d'accord qu'une personne qui est GIR 5, GIR 6 ne va pas nécessiter la même assistance médicale qu'une personne qui est GIR 1, GIR 2, pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas le même degré de dépendance. Par conséquent, on va impacter sur la personne qui, elle, sera un petit peu plus dépendante, un forfait dépendance qui, lui, sera un petit peu plus conséquent. Alors, juste pour vous donner une fourchette qui est très approximative, mais le forfait dépendance pour une personne qui est GIR 5, GIR 6 est entre 8 et 10 euros par jour. Donc, tout ça, c'est par jour, hein. Pour une personne qui est GIR 3, GIR 4, on sera plutôt entre 15 et 16 euros par jour. Pour une personne qui est GIR 1 et GIR 2, on sera entre 20 et 22 euros par jour. Voilà. Et ça vient se rajouter au forfait journalier. Alors, la plupart des EHPAD, d'ailleurs, quand vous consultez les sites internet, les brochures, etc., ils vous disent, voilà, nous, on est à tant par jour, il faut que vous entendiez que ça n'entend que le forfait journalier. À ça, il faut rajouter le forfait dépendance, qui, évidemment, est dépendant de tout un chacun, puisque dépendant de la perte d'autonomie et du GIR du résident, du futur résident. Ensuite, il y a d'autres frais qu'on appelle dits des frais annexes, qui eux restent entièrement à la charge du résident. Tout ce qui est manucure, esthétique, coiffure, podologue, qui eux sont des intervenants qui ne sont pas forcément des intervenants salariés d'ailleurs de l'EHPAD, mais qui peuvent intervenir en tant que prestataires à la demande de l'institution pour offrir d'autres prestations un peu plus complètes aux résidents de l'institution. Alors, évidemment, il est possible de solliciter des aides, que ce soit sur le forfait journalier, sur le forfait dépendance, évidemment pas sur les frais annexes, puisque comme je viens de le spécifier, ça reste entièrement à la charge du résident. Par contre, pour le forfait journalier, donc soit le résident a les moyens de s'autofinancer, et à ce moment-là, c'est lui qui règle la facture totale des frais journaliers, soit on fait appel à un dispositif qu'on appelle le dispositif d'aide sociale à l'hébergement, plus communément l'aide sociale, qui lui est un dispositif qui est une aide d'État en fait. Mais pour ça, pour pouvoir en bénéficier, il faut que la structure que vous avez sélectionnée ou que vous allez sélectionner soit habilitée à pouvoir vous faire bénéficier de ce financement. Toutes les structures d'EHPAD ne le sont pas. Vous avez des structures donc privées
ce qui n'est pas le cas à distinguo justement, on le disait tout à l'heure, des structures publiques. Il y a des structures privées qui ne disposent absolument pas de place au titre de l'aide sociale. Donc si jamais vous devez relever de ce dispositif parce que vous n'avez pas les moyens financiers de pouvoir vous payer l'EHPAD par vos propres moyens, vous savez que vous allez du coup éliminer tous ces établissements-là. Pour ce qui est du forfait dépendance, ça va être le dispositif de l'APA que l'on va solliciter. Alors, on connaît, peut-être que vous connaissez donc l'APA à domicile, qui est donc le même dispositif, mais versant domicile pour vous aider à payer les aides d'intervention d'aide à domicile. Là, le dispositif existe aussi sur son versant établissement, donc ça dépend toujours du Conseil général. C'est toujours calculé de la même façon, mais ça va intervenir exclusivement sur le forfait dépendance. Alors, pour entrer encore un petit peu plus dans les détails donc, des dispositifs que je viens de vous citer à l'instant, donc l'aide sociale, c'est quand même un gros dossier. Je vais le dire comme ça parce que c'est pas un... Donc, c'est un dossier que la plupart du temps, on vous invite à retirer au centre communal d'action sociale de votre ville, de votre lieu d'habitation. Il comporte un gros volet, c'est-à-dire que ça va recenser en fait tous les éléments sociaux et financiers vous concernant, mais pas que, puisque ça va également concerner ce qu'on appelle les obligés alimentaires. Les obligés alimentaires, ce sont tous les descendants de la personne qui est concernée par cette entrée en EHPAD. Donc ça peut être les enfants, voire même les petits-enfants. Il y a sur certains dossiers, certaines communes, il y a des dossiers d'aide sociale qui sollicitent également les revenus des petits-enfants. Si revenus il y a, bien sûr, hein, c'est pas... Je veux dire, quand on a des petits-enfants mineurs ou étudiants ou en cours de scolarisation, voilà, on n'exigera rien. Mais quoi qu'il en soit, les obligés alimentaires, enfin en tout cas, l'idée c'est d'avoir une vision globale de la situation de la personne qui sollicite l'entrée en EHPAD sur ses revenus propres, ses ressources propres, tant en termes de retraite, montant de retraite, retraite principale, retraite complémentaire, que en termes de biens mobiliers, immobiliers, placements financiers. Et même chose pour les obligés alimentaires, puisque en fait, l'aide sociale, elle arrivera vraiment en dernier recours. C'est-à-dire que dans le dossier, on va éplucher tout ce qui va être de la nature de vos ressources, mais également des ressources des obligés alimentaires. Et s'il n'y a pas de moyens existants qui puissent être utilisés et sollicités, à ce moment-là, l'aide sociale intervient et elle intervient au prorata de ce qui va être nécessaire d'avancer en plus pour financer l'entrée en EHPAD. Alors, j'ai stipulé que cette aide d'État était une aide récupérable. Effectivement, elle l'est, mais elle est récupérable sur ce qu'il sera possible de récupérer. S'il n'y a pas de biens, héritage ou autres qui sont récupérables au décès de la personne, bien entendu, à ce moment-là, l'aide sociale ne récupère rien. Oui, souvent, tu fais bien, Valérie, de le préciser, parce que moi, j'ai souvent la question des personnes qui me disent « Ah, on va nous demander des sous, en fait, et de rembourser l'aide sociale au décès de la personne. » Et tu me confirmes, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, s'il y a des biens, s'il y a des ressources, là, ça sera récupéré là-dessus, c'est ça? Oui, exactement. S'il y a des biens, s'il y a des ressources. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. De la même façon, quand on étudie le dossier des obligés alimentaires, si les obligés alimentaires sont dans une situation, je dis n'importe quoi, mais se trouvent être aux minima sociaux, on ne peut pas les mettre à contribution au risque de les mettre dans une situation extrêmement complexe. C'est-à-dire que la participation des obligés alimentaires, elle reste proportionnelle et c'est pour ça qu'on étudie leur dossier et c'est pour ça qu'on demande beaucoup de justificatifs de revenus outre l'avis d'imposition. On demande aussi des justificatifs de charges. L'idée, c'est pas de mettre les gens en difficulté, c'est de pouvoir au contraire
étayer une aide qui, elle, sera nécessaire à la personne qui sollicite l'entrée en EHPAD. Donc, mais en tout cas, il y a des prérogatives et l'aide sociale, elle intervient en dernier recours. Très bien, merci. Donc, il y a effectivement le dispositif de l'APA, comme je vous le disais tout à l'heure, donc qui est l'allocation personnalisée d'autonomie qui, elle, donc n'interviendra uniquement que sur le forfait dépendance. Alors, oui, il y a une petite variante quand même qui est à prendre en compte. Lorsqu'on est sur de l'accueil temporaire, on continuera à relever, enfin si c'était déjà le cas auparavant, mais à relever du dispositif APA versant domicile. Dès qu'on bascule sur de l'EHPAD accueil permanent, c'est l'APA établissement. Pour autant, le mode de calcul, globalement, lui, va rester le même. Donc la constitution du dossier d'APA, elle se fait sur 2 volets. Évidemment, un dossier médical, puisque ça reste une allocation qui est versée en fonction de la perte d'autonomie de la personne, donc les éléments médicaux restent importants. Et le dossier social et financier, puisque c'est calculé, le taux de participation du Conseil général est calculé en fonction des ressources de la personne qui sollicite l'APA. Voilà. Donc c'est soumis, à condition de ressources. Et ah oui, autre chose que j'ai dû le mettre sur la slide précédente, certains établissements aussi, mais qui sont agréés, donc tous ne le sont pas et c'est encore à vérifier, disposent également d'un agrément CAF, ce qui permet de rajouter une autre allocation supplémentaire, c'est l'allocation au logement, ce qu'on appelle l'APL, qui peut là aussi intervenir sur le forfait journalier. Superbe. Et on a alors une question, enfin une info de Morgane qui nous dit que a priori pour tout ce qui est, j'imagine c'est pour l'obligation familiale, il faut quand même avoir des revenus importants pour intervenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas mettre la personne dans une situation compliquée. Enfin, j'imagine que c'est le but, hein, c'est pas de faire. Non, bien sûr. Mais en fait, cette étude et ce dossier-là est aussi pour s'assurer que s'il y a des obligations, alors déjà s'il n'y en a pas, la question elle ne se pose pas, mais s'il y a des obligés alimentaires, est-ce qu'il est possible de les solliciter? C'est la loi. De la même façon que tout parent est obligé alimentaire de son enfant, l'enfant devient obligé alimentaire de son parent lorsque le parent, lui, est dans une situation de dépendance et qu'il nécessite assistance. J'allais dire, c'est un juste retour des choses. Mais si effectivement les obligés alimentaires, eux, ne sont pas en capacité de pouvoir participer au financement de la structure, l'idée, c'est pas du tout de les mettre dans une situation compliquée, ni en situation d'endettement. C'est sûr. Donc voilà, là, l'aide sociale, elle interviendra. Alors, il y a autre chose que je l'ai rarement vu, mais ça m'est arrivé quand même de rencontrer des situations comme celle-ci, mais par exemple, de personnes qui étaient obligés alimentaires d'un parent, un parent qui justement n'avait jamais été obligé alimentaire, enfin en tout cas n'avait jamais assumé leur rôle leurs obligations et devoirs parentaux pendant leur enfance, adolescence, et qui tout à coup se retrouvaient obligés alimentaires d'un parent qui au final ne les avait jamais élevés et éduqués. Donc il est tout à fait possible à l'obligé alimentaire de faire valoir cette situation-là auprès de la commission de l'aide sociale en justifiant que le parent, en l'occurrence, n'a jamais participé à son éducation et que du coup, il souhaite se soustraire de son obligation alimentaire. Oui, Donc ça, oui.
Et On aussi, imagine que ça peut paraître très injuste, effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas eu de soutien. Enfin bon, j'imagine que ça doit être très complexe à évaluer, mais ça bah, peut être une... oui, c'est complexe à évaluer, mais enfin, il faut pouvoir le justifier. Oui, C'est-à-dire qu'on ne peut pas oui, se soustraire de l'obligation alimentaire comme ça. bien Alors, il sûr. y a des cas particuliers. Si cas particuliers il faut pouvoir effectivement en apporter une preuve un peu tangible. Voilà, donc des témoignages, Bien sûr. des déclarations. Mais c'est possible. Après, ça reste à l'étude et à décision de la commission d'aide sociale. La commission d'aide sociale qui, elle, dépend de la DASES, puisque ensuite, c'est la DASES qui accorde. Mhm. C'est auprès de la commune qu'on retire le C'est la dossier, commune. D'accord. on lui dépose. On le retire et on lui dépose. Et c'est la DASES qui donne un accord et qui ensuite finance. D'accord. Alors, qui ne finance pas la personne, qui finance l'établissement. Oui. Ah oui, DAZES, c'est le même principe que CCAS, mais c'est sur Paris, c'est ça, hein, Valérie C'est départementalisé, de toute façon. Ah, d'accord. Donc, c'est département d'action sociale. Je ne sais pas ce que c'est. Social et alors le E m'échappe, mais comment Bon, je vais chercher. Euh, c'est le département ensuite c'est le qui département, voilà d'accord. qui, Mais qui on peut se accorde. rapprocher de la commune et du service social de la commune, enfin, Ah bah au complètement. départ. Hmm. Ah mais complètement. Puis de toute façon, ils sont aussi à même de pouvoir vous accompagner, vous Oui, conseiller sur les structures. Enfin, mais parce que en fait, il existe tellement d'EHPAD que oui. De choisir. On a une oui. question d'Alain pour l'APA en établissement. Il nous demande quand est-ce qu'il est revu. Est-ce que c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans, s'il y a un changement de GIR, comment ça se passe en fait? Alors, s'il y a un changement de GIR, la réévaluation, elle peut être faite à tout moment. C'est-à-dire, alors en général, la réévaluation, elle se fait une fois par an. Bon. Mais si vraiment il y a un cas particulier, D'accord. elle peut se faire à tout moment. Oui, bien sûr. S'il y a une aggravation de l'état de santé qui nécessite une assistance médicale plus importante, parce que là je dis n'importe quoi, mais une personne passe de GIR 3 à GIR 1, la réévaluation, elle peut se faire en anticipé. Oui. Oui, C'est donc tout. la révision du GIR et de l'aide financière, hein, c'est effectivement cette Ça va, révision-là qui est faite ça en même va temps. Oui, ça va avec. Ouais, ouais. Alors, l'APA, par contre, l'APA établissement, pour monter le dossier d'APA établissement, si la personne n'était pas déjà bénéficiaire de l'APA domicile, elle va se faire de toute façon via, comment dire, une attestation. Parce que quand vous entrez dans un EHPAD, c'est comme si vous signiez un contrat de bail, donc Hmm. contractualisé. Et il faut que l'EHPAD puisse certifier que vous êtes bien résident de leur structure. Sinon, vous ne pouvez pas toucher l'APA établissement. Donc, il y a un document que la structure remplit, certifie qu'il y a bien ce contrat d'admission qui a été signé. Et ensuite, vous pouvez constituer le dossier d'APA établissement qui, pareil, sera reversé directement à l'EHPAD. Ce n'est pas le résident qui perçoit ni l'aide sociale ni l'APA, c'est l'EHPAD. D'accord, très bien. Alors, il y a eu pas mal de petites questions aussi. Il y a Sandra qui nous demande comment est-ce qu'on peut savoir s'il faut proposer l'aide sociale ou l'APA. Je pense que Ah non, on peut avoir les les deux deux, hein. vont avec. Les deux, les deux Les sont deux, mon totalement capitaine, voilà. compatibles. Oui, oui, parce que en fait, comme je le présentais tout à l'heure, Oui, le dispositif de tarification de l'EHPAD, c'est deux choses. Le forfait journalier, le forfait dépendance. C'est-à-dire que les deux s'associent. C'est vraiment le principe de l'EHPAD. Sinon, on n'est pas sur de l'EHPAD, on va être sur une autre structure, mais ça, je vous la présenterai tout à l'heure de façon annexe. Mais quand on est sur de l'EHPAD, il y a forcément et le forfait journalier et le forfait dépendance. Donc, on peut tout à fait solliciter et sur l'un l'aide sociale et sur l'autre l'APA établissement. Et les deux sont totalement compatibles l'une avec l'autre. cumulable. Ouais, La ouais. particularité qui peut se rajouter, et ça c'est en fonction de chaque EHPAD, c'est l'APL auprès de la CAF.
si effectivement l'EHPAD, lui, est agréé par la CAF pour pouvoir faire bénéficier à leurs résidents de ce dispositif-là. D'accord, très bien. Et Mais pour préciser, oui, excuse-moi, on avait des questions sur la DASES, donc c'est effectivement enfance et santé à la fin. ah bah voilà. Voilà. Moi, il me Enfance, manque toujours le E. Je sais pas pourquoi. enfance et santé. Et alors, a priori, DASES, ça serait donc c'est au département, hein, mais de Paris. Et je ne sais pas comment ça s'appelle sur les autres départements, si ça s'appelle DASES aussi ou s'il y a un autre terme. Je Euh, euh, Je sais pas ah, si bon. euh, Parce que c'est vrai que c'est la structure qui gère au niveau du département, tout ce qui est aide sociale à l'enfance et puis, tous les services sociaux, en fait et donc c'est eux qui gèrent cette partie-là. Donc, oui, bon. exactement. Ouais, ouais, Mais c'est c'est ce vrai que sur Paris, c'est un peu qui complexe parce que finance. la ville, le département sont quand même un peu, mélangés, quoi. C'est la particularité de la capitale, ce qui n'est pas Voilà. le cas ailleurs, mais dans Ouais. la province, mais là, effectivement, ça l'est. Ouais, OK, super. Bon, bah, merci d'avoir répondu à à toutes ces questions. Ah, j'en ai encore une qui vient d'arriver. Alors, comment demander au département d'augmenter l'APA à l'établissement, s'il n'y a pas eu au bout de plusieurs années, s'il n'y a pas eu de révision? Est-ce qu'on peut demander, directement? Est-ce qu'on peut faire cette demande? Comment ça se passe? De C'est il la faut pas établie. Oui, a priori, là, c'est Alain qui nous dit, l'APA établissement n'a pas été augmenté depuis plusieurs années, ça n'a pas bougé et comment est-ce qu'on peut demander à le faire réévaluer, en fait? Bah, en sollicitant simplement le service de l'APA ou D'accord. par l'intermédiaire de l'EHPAD. Alors, en règle générale, il y a quand même au sein des EHPAD un accompagnement aussi à la Oui, gestion administrative. Vous ne rentrez pas dans un établissement avec une chambre ou un appartement attribué, et puis il y a quand même comment dire, tout un accueil et une prise en charge aussi d'un point de vue administratif, d'assistance en tout cas à cette gestion-là. Donc, et il reste aussi, enfin en tout cas, je pense que ça se situe au niveau de la direction, un interlocuteur privilégié qui peut également faire le lien avec ouais. et la DASES, ou en tout cas l'équivalent en province, ou les services du Conseil général de l'APA. Ça, c'est tout à fait aussi possible. Oui. Après, s'il n'y a pas d'éléments particuliers de réévaluation de l'APA parce que les ressources, elles sont les mêmes, Mmh. la situation au niveau de la santé, c'est-à-dire dans le calcul de perte d'autonomie, c'est la même. Il n'y aura peut-être pas forcément, je suis pas sûre. Alors après, ça reste, comment dire, je pense qu'il y a ça reste dans le cadre des politiques sociales. Il y a certainement des réajustements au niveau des allocations qui se font, comme on le voit au niveau de la CAF, allocation familiale, des réajustements qui se font. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un index qui Ouais. revalorise d'une année sur l'autre ce type d'allocation. Ouais. Il faut vraiment Mais qu'il y ait un changement notable, quoi. un changement, oui, voilà. Après, s'il y a une baisse, effectivement du GIR, là, logiquement, c'est intéressant, à ce moment-là de faire une demande auprès du service APA pour réévaluer. Donc ça, c'est parfait. Ouais. Super. Ouais. Bah, merci beaucoup Valérie. Alors, la grande question, c'est comment trouver un EHPAD, parce que autant vous dire que des établissements type EHPAD, il y en a beaucoup. Et effectivement, comme il y a eu une question tout à l'heure sur les établissements publics, les établissements privés, donc c'est extrêmement variable. Donc, nous, on a plutôt tendance à évidemment orienter rapidement sur le secteur, parce que il faut pouvoir déjà cibler un secteur géographique, et donc peut-être le partenaire le plus à même à pouvoir répondre sur ce secteur géographique, ça reste quand même la commune, et plus spécifiquement le centre communal d'action sociale, qui lui connaît bien voilà, ce type en tout cas les structures qui sont sur ce secteur et à proximité. Évidemment, les coordinations locales de gérontologie,
ou espace autonomie, ou maison des aînés et des aidants, enfin, quel que soit leur nom selon évidemment les secteurs géographiques, mais en tout cas ces pôles-là qui eux aussi peuvent avoir des partenariats ou des structures avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler, ou voilà, qui sont clairement identifiées, qui là aussi peuvent vous orienter. Ça peut être via ce que nous on travaille aussi pas mal avec des réseaux d'orientation, donc des partenaires comme, là j'en ai cité 2 mais il en existe beaucoup, Cap Retraite, Retraite Plus, Assistance Retraite, enfin voilà, il y en existe pas mal. Ça peut être aussi, ça je l'ai spécifié parce que ça m'est arrivé de faire aussi appel à des retraites complémentaires. Vous avez certaines caisses de retraite complémentaires qui peuvent avoir des places réservataires. Je pense à ça notamment parce que j'ai eu la situation d'une personne qui était anciennement salariée de la SNCF, et il se trouve que sa caisse de retraite complémentaire avait des partenariats avec certains types d'établissements comme des EHPAD et notamment des places réservataires. Donc, quand on souhaite cibler une zone géographique, un type de structure, c'est bien, voilà, d'identifier en tout cas tous les partenaires qui sont susceptibles aussi de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, évidemment, cibler un secteur géographique, ça va être, je pense, la première chose à faire lorsqu'on est à la recherche d'un EHPAD. Évaluer son budget, ça, c'est la deuxième chose à faire, parce que une fois que vous aurez ciblé le secteur géographique, eh ben, évidemment, tous les EHPAD ne sont pas sur les mêmes tarifs. Et puis surtout, savoir si vous êtes en capacité de pouvoir vous autofinancer ou solliciter l'aide sociale, parce que là aussi, du coup, ça va vous permettre de cibler certains types de structures et pas d'autres. Très important, visiter la structure avant de vous engager à quoi que ce soit. Ça, c'est évidemment très important. Avoir plusieurs points de comparaison, ne pas visiter qu'un établissement. Moi, je le dis tout le temps, mais il faut au moins en visiter 2, 3, ne serait-ce que pour pouvoir faire des points comparatifs, parce que tous les établissements ne se ressemblent pas. Vous avez des établissements qui ont une capacité d'accueil de 150 à 200 résidents, et puis il y a des petites structures qui, elles, ont une capacité d'accueil de 50 résidents. Donc vous avez des établissements à grosse échelle et puis d'autres à plus petite échelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des établissements qui disposent de présence infirmière la nuit, d'autres ils vont plutôt disposer d'une aide-soignante. Certains auront un médecin à 50% du temps sur l'EHPAD, d'autres à 80%. Certains vont disposer d'une restauration avec un chef qui va cuisiner des petits plats sur place. D'autres, ça va être de la restauration collective avec des plats tout préparés par ailleurs et qui seront importés dans l'établissement. Bref, voilà, il y a un panel très très large de structures, donc c'est très important aussi, en fonction de votre secteur géographique ciblé, en fonction de votre budget, que vous puissiez aller visiter, comparer, et si possible, de ne pas y aller seul. Allez-y accompagné par un tiers amical, un tiers familial, peu importe, mais que vous ayez du coup après un partage de points de vue à faire quand c'est possible, bien sûr, parce que parfois, bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Vous dire aussi que par moment, vous pouvez sélectionner un EHPAD pour lequel vous vous dites bah, moi, c'est là que j'ai envie d'être, ou quand vous choisissez pour un parent, dire bah, moi, j'aimerais bien que ma maman, mon papa soit dans cette structure-là parce qu'elle me semble la mieux convenir. Il peut y avoir un peu d'attente. Donc là aussi, ça dépend des lieux géographiques. Ça dépend aussi de la tarification. Dites-vous que des EHPAD qui ont une tarification qui est peu importante auront plutôt tendance à avoir de l'attente que ceux qui ont une tarification un peu plus importante. Pareil pour ceux qui disposent de places au titre de l'aide sociale. C'est toujours plus simple de trouver un établissement qu'on finance par ses propres moyens qu'un établissement avec des places au titre de l'aide sociale. Donc, vous pouvez tout à fait déposer un dossier. Peut-être qu'on vous dira d'emblée, il y a de la place, tant mieux, vous pourrez venir visiter, éventuellement faire une visite de préadmission. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on vous dira, voilà, il y a un peu d'attente, et cette attente, elle est très variable. Donc, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, et au pire, éventuellement une année, quoi. Donc, On a
Alain qui nous pose une petite question sur les caisses de retraite complémentaires. Est-ce Mhm. que certaines, en plus de cette idée d'avoir des places réservataires et de pouvoir proposer des établissements, peuvent aider à financer une partie de l'entrée en établissement? Enfin, est-ce qu'il y a des fonctionnements de cette façon-là et comment ça fonctionne? Alors, je peux pas répondre de façon très précise, mais je dirais que c'est pas impossible. Hmm. C'est à questionner de la même façon que si vous disposez d'un contrat prévoyance, dans le cadre de ce contrat, il peut effectivement y avoir des spécificités dans l'aide à la prise en charge d'une entrée en établissement. Oui, ça, c'est pas exclu. Alors, Très je dirais pas que c'est fréquent ou en tout cas que c'est généralisé, mais c'est possible. C'est possible, oui, oui, oui. Et c'est vrai que tu as totalement raison sur les prévoyances. On peut avoir des contrats Oui. qui précisent justement que l'entrée en établissement peut être prise en charge, qu'on a pris il y a 30 ans, on s'en souvient même plus. Donc oui. Mmh. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ah bah, les contrats prévoyance, en règle générale, sont, j'allais dire, un peu conçus, pas que pour ça, mais aussi un peu pour ça. Donc, Oui. s'il y a, il ne faut pas hésiter à les mettre à contribution. Alors après, à la hauteur de combien, comment, sous quelles conditions, enfin, Oui, bah, bien sûr, c'est toujours, faut avec savoir. les assurances. Voilà, il y a plein de petits alinéas, mais ça vaut le coup de se retourner vers eux. Ouais. Mm. Très bien. Et autre question de Laurence, si notre pension de retraite n'est pas assez importante pour financer l'EHPAD et qu'on a un Ouais. appartement, est-ce qu'on va être obligé de vendre cet appartement? Alors, le vendre, non, pas forcément. Par contre, bah, une fois que en fait, c'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, solliciter l'aide sociale, mais du coup, l'aide sociale se récupérera, Oui, sur, une partie du bien immobilier au décès de la personne. d'accord. Par contre, vous pouvez aussi, alors pas sans forcément, vendre le bien, mais peut-être le mettre en location, Ouais, heu, qui permettrait, un apport, pour, voilà, compléter en tout cas les ressources existantes, quoi. ouais, bien Ça, sûr. c'est des choses qui peuvent s'envisager. Mais non, enfin, on ne vous obligera pas à le vendre pour l'exploiter. Mais par contre, ça sera un bien qui potentiellement sur lequel l'aide sociale pourra se récupérer. Oui, ça, c'est pas exclu. C'est noté. Merci beaucoup. Voilà, vous présenter aussi peut-être rapidement un autre type de structure qui existe, avec lesquelles nous, on a aussi l'habitude fréquemment de travailler. Alors là, pour le coup, qui n'est absolument pas médicalisé, et qui s'appelle les résidences services seniors. Nous, on les appelle les résidences seniors, dans lesquelles donc, ce sont des lieux de vie. Un peu similaire à celui de l'EHPAD, mais vraiment côté médical en moins. Donc un accueil temporaire comme permanent est aussi tout à fait envisageable. Il est plutôt ciblé, donc là pour le coup, puisqu'il n'y a pas ce côté médical et paramédical, ciblé pour des personnes qui sont généralement plutôt GIR 5, GIR 6, donc soit qui ont une petite perte d'autonomie, soit une perte d'autonomie ponctuelle, ou qui tout simplement se sentent un peu isolés et ont envie de pouvoir aussi intégrer une partie de vie, en tout cas en collectivité, être peut-être un peu plus socialisées qu'elles ne le sont au quotidien. Quelque chose qui peut aussi se montrer plutôt rassurant. Donc il est là aussi également possible de bénéficier de l'aide sociale. Comme de la prise en charge. Alors là, à part, alors la particularité des résidences services seniors, c'est que certes, il n'y a pas de présence médicale. Pour autant, certaines résidences peuvent être dotées d'auxiliaires de vie. Mais par contre, il est tout à fait possible, si jamais vous en avez le besoin, de faire intervenir dans la résidence senior une infirmière qui interviendrait dans la résidence au même titre qu'elle serait intervenue à votre domicile, où il est tout à fait aussi possible de faire intervenir une aide ménagère
une auxiliaire de vie, voilà, pour vous assister dans les gestes du quotidien. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, vous pouvez solliciter l'APA à domicile et ou l'APL si, pareil, la structure, comme les EHPAD, ont un agrément CAF. Et donc, certains établissements, alors là, ce sont plutôt des établissements privés, peuvent vous faire également bénéficier d'un crédit d'impôt à 50%. Donc là, c'est les résidences seniors, ça reste donc, comme je le disais à l'instant, des lieux de vie où vous pouvez disposer d'une chambre, d'un studio, d'un appartement, avec de la même façon que les EHPAD, accès à des parties communes, restaurants, salons, avec toute une vie collective qui est aussi entretenue au sein de la résidence via des animations diverses, en interne mais aussi en externe. Vous avez certaines résidences qui sont dotées d'auxiliaires de vie, donc qui sont plutôt là dans une forme d'encadrement et d'animation, plus que dans une forme d'aide à la personne. Mais comme je vous le précisais à l'instant, vous pouvez tout à fait bénéficier d'interventions d'aide à domicile au sein de la résidence. Voilà. Et vous avez aussi un accompagnement dans la gestion administrative, en tout cas des aides qui peuvent être mises en place et des dispositifs que vous pouvez solliciter. On a, Valérie, une question. Le crédit d'impôt en résidence autonomie, c'est également valable. Est-ce que c'est valable aussi pour les EHPAD? Est-ce que tu peux avoir un crédit d'impôt en EHPAD également? Non, je ne pense pas. C'est uniquement sur la résidence service senior. D'accord, parce que alors là, on a Floriane qui nous envoie. Ah, c'est peut-être sur la partie aide à domicile qui est en EHPAD, où il y aurait peut-être là une partie qui est déductible. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous envoie Floriane, a priori. Oui, oui. Bah, c'est sur en fait, la présence d'auxiliaires de vie D'accord. et tout ce qui est animation. Et en fait, animation et prise en charge de la vie collective. D'accord, ok. Là, Ok. effectivement, c'est des prestataires de services, en fait. Donc là, sur cette partie-là, en EHPAD, on peut avoir le droit. Ok, c'est noté. Et il y a aussi l'idée du viager qui revient. Donc ça, c'est un autre vaste sujet, mais merci d'en avoir parlé. Très Ah bien. oui, effectivement. Après, il faut exploiter un bien, effectivement, en viager et du coup avoir une rentrée d'argent qui vienne compléter les ressources existantes. Oui, ça c'est tout à fait. Voilà. Bon, ben là, on est sur un autre. Voilà, un autre sujet. Puis on a Laurence qui nous demande aussi, en résidence senior, si on passe un autre GIR, est-ce qu'on est viré? Alors, je vous confirme, Laurence, non. Et je vais faire une conférence en avril sur le thème de la résidence senior. Donc, je vous y Ah, invite vraiment parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. C'est est-ce ah qu'on ben, peut rester dans une résidence senior? Voilà. justement, je vais, Ah, je vais tu vas en l'évoquer. parler? Ouais, je vais l'évoquer à l'instant parce Superbe. que je trouve que c'est pas inintéressant d'avoir un peu cette espèce de comparatif entre EHPAD et résidence senior. Donc, il est tout à fait possible de transiter d'une résidence senior vers un EHPAD. Alors, en règle générale, le chemin inverse se fait moins fréquemment. Quand on passe d'une résidence senior vers un EHPAD, c'est parce que justement, on a une perte d'autonomie qui est un petit peu plus accentuée. Et que si c'est le cas, malgré les aides dont on peut bénéficier à domicile, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la résidence senior, c'est vraiment assimilé à une vie chez soi, en fait. Oui, Sauf un logement. que c'est une vie, voilà, ça reste un lieu de vie, c'est un logement, sauf que associé à la vie chez soi, on a en plus la vie en collectivité qui se rajoute. Mais on peut tout à fait continuer à bénéficier d'interventions d'aide à domicile comme au sein de la résidence comme chez soi. Donc quand on est en perte d'autonomie et qu'on a une dépendance effectivement qui s'accentue, au même titre que si on était chez soi, au sein de la résidence senior, on va plutôt avoir tendance à, en tout cas, inviter la personne ou l'entourage de la personne à s'orienter vers une structure qui, elle, va être plus adaptée à sa perte d'autonomie. Donc, le transfert d'un établissement à un autre est tout à fait possible. D'ailleurs, il existe des groupes. Alors, je ne vais pas les citer parce que, bon, on ne peut pas faire de la publicité, mais enfin, il en existe plusieurs qui disposent sur un même lieu géographique d'un bâtiment qui va être dédié à l'EHPAD et d'un autre bâtiment qui, lui, va être dédié à la résidence senior.
Donc, où il sera tout à fait possible d'être transféré de l'un à l'autre. Mais encore une fois, le transfert se fait quand même moins fréquemment, beaucoup moins fréquemment, de l'EHPAD vers la résidence senior. Donc, il est tout à fait possible, autant dans une structure que dans l'autre, de recevoir ses proches. C'est pas parce qu'on rentre en EHPAD ou en résidence senior, on n'est pas enfermé, emprisonné. On est totalement libre de ses mouvements, évidemment dans la mesure du possible. Chacun a la problématique qu'il rencontre. Mais vous pouvez tout à fait recevoir vos proches. D'ailleurs, certains établissements offriront un certain nombre de repas par an. Alors après, ça c'est chacun... j'allais dire presque un peu du geste commercial, mais voilà, chacun s'adapte, mais vous proposera d'offrir un certain nombre de repas par an à vos proches qui pourront donc venir déjeuner avec vous sur place, de la même façon qu'ils pourront venir vous chercher un week-end, un après-midi, aller rencontrer, visiter, se balader, enfin bon, bref, mener une vie tout à fait lambda, quoi. Donc ça, voilà, il y a des choses qui sont aussi tout à fait envisageables. Et puis donc pour vous citer un exemple d'une personne que d'ailleurs que je suis encore, puisque c'est un dossier dont j'ai la charge en ce moment, donc c'est Monsieur T, qui est âgé de 78 ans, qui actuellement vit dans une résidence senior depuis à peu près 4 ans. Il perçoit une petite retraite et bénéficie à l'heure actuelle donc de l'aide sociale pour l'aider à financer cette structure. Il est entouré par sa fille et son beau-fils, son gendre. Mais en novembre 2020, il a contracté une problématique de santé qui l'a amené à être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et suite à cette hospitalisation, son état de santé s'est un petit peu détérioré avec l'apparition de troubles cognitifs, des chutes un petit peu plus fréquentes. Donc la résidence senior a commencé à nous alerter au niveau de l'équipe hospitalière, mais également au niveau à alerter l'environnement familial du patient pour dire que l'encadrement proposé par la résidence senior commençait quand même vraiment à être moins bien adapté. Et puis à partir du moment où c'est moins bien adapté, ça peut aussi potentiellement mettre en danger la personne qui réside dans la structure. Donc c'est bien de pouvoir réévaluer le projet. Donc c'est ce qui a été fait. Le projet a été réévalué et là, donc la personne est en passe d'intégrer un EHPAD sur le secteur géographique qu'il souhaitait, EHPAD qui lui propose une place toujours au titre de l'aide sociale, proche de sa fille, ce qui permet voilà, à chacun de s'y retrouver. Donc le transfert voilà, est tout à fait envisageable. Et puis pour vous donner un petit ordre d'idée, un EHPAD en règle générale, ça peut être compris, alors j'ai fait une fourchette très très large, mais on est à peu près quand même dans ces prix-là, c'est entre 50 et 180 € par jour. Et comme je vous le spécifiais tout à l'heure, il faut bien faire attention, à chaque fois qu'un EHPAD va vous annoncer un tarif, c'est toujours un tarif journalier auquel il faudra évidemment associer le forfait dépendance. Une résidence senior, c'est compris entre 400 et 1800 € par mois. Alors, évidemment, vous avez des résidences seniors, j'allais dire, dites un peu de luxe. Donc là, 1800 €, oui, on est plutôt sur une fourchette très haute. En général, une résidence senior, c'est plutôt aux alentours de 1000 €. De la même façon, un EHPAD, j'allais dire la fourchette moyenne, on est plutôt entre 75 et 90 € par jour sur un tarif journalier. Évidemment, les tarifs sont aussi très dépendants des secteurs géographiques. J'allais vous dire, en Île-de-France, prix moyen d'un EHPAD, il est entre 2008 et 3200 € par mois. Plus vous vous éloignez et plus la tarification baisse. Voilà, donc ça reste très variable, d'où l'intérêt lorsqu'on est sur un projet d'EHPAD, donc secteur géographique et évidemment évaluation budgétaire. C'est vraiment les 2 premiers critères qui vont vous permettre de cibler les structures sur lesquelles vous allez plutôt vous orienter.
Voilà. Merci Valérie. C'était très clair, très. Alors effectivement, il y a beaucoup d'infos, hein. C'est vrai que là, c'était encore un vaste sujet. Donc merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai juste mis cette slide pour les personnes âgées.gouv.fr parce que pour ceux qui se posent des questions et qui veulent avoir des infos, notamment sur les tarifs, vous avez une calculette tarifaire où vous avez la possibilité de comparer différents établissements et vous pourrez retrouver aussi sur ce site plein d'informations. Alors, au fur et à mesure des questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais au fur et à mesure des questions qui ont été posées, vous avez eu, parfois je vous ai envoyé des liens spécifiques qui correspondent à votre demande sur ce site et qui est particulièrement adapté. En termes de questions, je vais vous permettre d'ouvrir les micros d'ici quelques instants. Je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Je vous remercie beaucoup pour votre participation très active. Il y en a certains qui avaient beaucoup de questions et j'en suis ravie. Je sais que c'est un sujet qu'on pourra refaire et qui voilà, suscite beaucoup d'interrogations. Je vous conseille aussi de participer, d'écouter notre nouveau projet. J'ai avec une psychothérapeute écrit et enregistré un livre audio sur le déménagement senior et il y a toute une partie sur le départ en EHPAD. C'est entièrement gratuit, c'est accessible sur le site movadom.com/livre et n'hésitez surtout pas à l'écouter, à nous dire ce que vous en pensez. Il y a un questionnaire satisfaction. Je serais ravie d'avoir vos retours et j'espère que ça pourra vous aider. On a essayé d'allier vraiment l'aspect pratique et l'aspect psychologique de ce grand départ parce que c'est quand même un moment de vie qui n'est pas toujours évident. La semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve le jeudi 8 avril. Ça sera Pascal qui fera cette conférence pour vendre sur Internet, donc un sujet effectivement un petit peu plus léger. Et vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com comme d'habitude. Je vous remercie pour tout. Vous pouvez, si vous avez des questions sur cette conférence ou sur d'autres, hein, nous envoyer vos questions à contact@movadom.com et on remercie chaleureusement nos financeurs, la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et la CNSA.